En route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour et bienvenue sur nos antennes de Radio Classique et de Public Sénat. Mickaël Zamès, bonjour. Bonjour Guillaume. Alors ce matin, nous recevons Benoît Paru, secrétaire d'État au logement. Benoît Paru, bonjour. Bonjour. Vous avez regardé, j'imagine, le président de la République. Ma première sûr. question est simple. Comment l'avez-vous trouvé? Je l'ai trouvé... Oui, effectivement, l'exercice de pédagogie est une réussite. Il a réussi, je crois, à expliquer aux Français les tenants et les aboutissants de la crise, des solutions qui avaient été trouvées la veille à l'occasion du sommet européen. Bref, voilà, il y a un peu de clarté maintenant dans ce débat-là. On sait où on est, on sait où on va. Il y a des perspectives nouvelles qui peuvent s'offrir. Benoît Paru, c'est le président protecteur, le sauveur de la nation, bref, un nouveau Sarkozy. Soyons modestes. Évitons ce type de propos qui sont peut-être un peu délirants, qui nous font plaisir sûrement. Enfin, soyons modestes. Je crois qu'effectivement, il y a un couple franco-allemand qui renaît en ce moment, qui marche bien, qui fait avancer l'Europe, qui arrive à sortir l'Europe des difficultés. Soyons modestes. On ne sait pas ce qui va se passer dans 6 mois, même si là, je crois qu'il y a un pare-feu qui a été créé, qui est intéressant, qui est important, qui sauve la Grèce et qui nous permet de voir les lendemains avec un peu plus de perspective. Un mot sur l'Europe. On entend beaucoup parler depuis hier, il y a Alain Juppé le premier, d'eurofédéralisme. Bref, le fédéralisme, l'Union européenne fédéraliste, c'est pour demain? Pour demain, je ne sais pas. Pour un jour, c'est une certitude. Cette crise nous démontre qu'il faut aller de l'avant et que nous n'avons pas encore tous les instruments pour traiter nos propres crises. Et cet instrument de demain, cette gouvernance de demain, c'est probablement une organisation effectivement plus fédérale au sein de la zone euro, c'est-à-dire une plus grande codécision entre les partenaires européens, mais une codécision, ça ne veut plus dire l'unanimité, parce que c'est l'unanimité qui nous oblige à faire 14 sommets pour trouver une solution. C'est trop long. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Il y a à peine un an, le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, avait proposé que les budgets des États soient, non pas votés, mais soumis préalablement à la Commission européenne. Tout le monde s'était insurgé en disant, mais non, le budget, c'est vraiment la souveraineté nationale qui est en jeu. Aujourd'hui, c'est bien ça, vers ça qu'il faut aller. On le soumet, on le montre. Il n'y a pas de vote de la Commission, il n'y a pas de visa de la Commission, mais on montre évidemment nos budgets à la Commission. Est-ce qu'il faut 100% de budget commun? Non. Quand vous prenez un fédéralisme à l'américaine, chaque État, évidemment, conserve une part, entre guillemets, de souveraineté budgétaire. Même s'il y a un budget au-dessus qui est fédéral. Mais on ne va pas à Washington pour faire viser, entre guillemets, son budget. Donc là encore, il faut trouver des équilibres. On n'a pas dit un seul État, on a dit une fédération, entre guillemets, d'États. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous faudra demain beaucoup plus de gouvernance économique, qu'il nous faut un gouvernement économique qui a été décidé et maintenant qu'il faut mettre en place et lui donner les moyens d'agir. Parce que là encore, je me répète, cette crise de l'euro, c'est quoi? C'est l'absence d'instruments de régulation de l'Europe qui n'arrivent pas à traiter suffisamment tôt un cas malade. Et est-ce que vous pensez que l'opinion maintenant est convaincue de la nécessité, d'abord parce qu'on a aidé la Grèce, est-ce que l'opinion est convaincue que les mesures adoptées à Bruxelles vont suffire à éviter l'effet domino? Ça, on le verra dans plusieurs jours. Je ne suis pas capable de vous dire si aujourd'hui les Français sont totalement convaincus. J'ai le sentiment qu'hier, le président de la République a réussi à expliquer pourquoi il fallait sauver la Grèce, comment on avait sauvé la Grèce et quel était le rôle des banques privées en la matière qui vont grosso modo faire le chèque et puis des États qui ont réussi à organiser l'ensemble et qui vont garantir l'application de l'ensemble. Alors pour parler encore du couple franco-allemand, Nicolas Sarkozy l'a dit hier soir, le modèle, c'est l'Allemagne. Alors on va essayer d'appliquer ce que les Allemands ont fait. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant si ça marche si bien? C'est pas le modèle, on va pas prendre le modèle allemand et l'appliquer parce que les situations sont différentes, ils sont en décroissance démographique, on est en progression démographique, et ils auront, lié à cette dépression démographique, des conséquences économiques néfastes dans les années qui viennent. C'est pas un modèle qu'on prend et qu'on transpose. Il se trouve que les Allemands ont été beaucoup plus sérieux que la France depuis 20 ans. Et qu'évidemment, aujourd'hui, en période difficile, eh ben, ils en tirent le bénéfice. Tant mieux pour eux. Ça veut juste dire que quand on regarde les économies européennes, celles qui sont les plus endettées sont celles qui aujourd'hui ont le moins de croissance et le plus de chômage, et celles qui sont les moins endettées, l'Allemagne par exemple, sont celles qui ont le plus de croissance et le moins de chômage. Il y a un moment, il y a un petit CQFD entre les deux. Alors justement sur
l'Allemagne, encore une fois, qui a appliqué le taux de TVA à 5,5% et qui l'a fait remonter à un taux intermédiaire, Nicolas Sarkozy l'a peut-être évoqué hier, entre guillemets, en tout cas en attendant les prochaines décisions de l'après G20. Pour vous, est-ce que c'est applicable dans tous les domaines, ce taux intermédiaire, et notamment dans un domaine qui vous est cher, le logement et le bâtiment? Il me semble, mais on n'a peut-être pas entendu la même émission hier, qu'on vous a dit que les annonces se feraient dans une dizaine de jours. Vous avez des Donc, pistes non, mais sûrement, attendez, parce qu'il vous avez l'a le droit déjà évoqué. Vous avez le droit de le tester ce On a matin. le droit de vous poser des questions, en tout Vous cas. avez le droit de poser des questions, de tester ce matin. J'ai le droit de vous faire la réponse qui suit. Vous aurez les réponses après le G20. Ouais. Et après le G20, c'est dans une dizaine de jours, c'est pas aujourd'hui. Mais est-ce vous que avez c'est le droit aussi applicable de nous dire ce que vous, puisque vous êtes en charge d'un secteur C'est-à-dire, clé, celui de On n'est logement, pas en train de nous parler. dire ce que vous attendez, souhaitez, On vous. n'est pas en train de parler de la couleur d'une veste pour savoir Non, si on parle des Voilà. mesures. Mais voilà, on parle de mesures qui engagent pour 6 à 8 milliards d'euros. Ouais. Donc oui, il y aura une décision gouvernementale. Cette décision sera gouvernementale. Chacun va porter ses préconisations et ses propositions. Mais si vous le voulez bien, je les garde pour l'instant pour le ministre des Finances et le Premier ministre. Et pas pour Radio Classique et Public Sénat. C'est dommage, c'est dommage. Même si j'ai beaucoup d'amitié pour Radio Classique et Public Sénat, d'abord, on règle ça en interne et ensuite on présentera Alors, les mesures qui vont avec. Alors à ce moment-là, puisque nous ne parlons pas des mesures à venir, un bilan de ce qui existe, est-ce que les mesures aujourd'hui en vigueur en matière de TVA dans le bâtiment, dans les travaux d'aménagement, est-ce qu'elles ont produit l'effet escompté? Est-ce qu'elles sont aujourd'hui pleinement efficaces? Je pense qu'aujourd'hui, la TVA, par exemple, à 5,5 sur le bâtiment, est une bonne TVA à 5,5, qu'elle a permis de réduire fortement le travail au noir, qui était quand même relativement présent dans ce type de secteur, et qu'elle a permis d'avoir des Français qui investissent plus dans la rénovation de leurs bâtiments. Ça a donc généré de l'activité économique pour les entreprises, ça a généré aussi de la fiscalité pour nous, ça a généré des travaux chez les particuliers, donc ça me paraît plutôt C'est effectivement dommage de l'augmenter, une bonne alors. TVA. Donc si on la remonte, effectivement, c'est le retour du travail au noir, et c'est la baisse des travaux Mais faits par les vous savez, particuliers. dans la Si vie, on vous les entend choses bien, sont Benoît pas... Paru. Non mais attendez, vous m'entendez très mal. Parce que dans la vie, vous savez, il y a du gris. Il n'y a pas que du noir et que du blanc. Il n'y a pas que des phénomènes de balancier où on passe de 5,5 à 19,6, ou de 5,5 à 58, ou de 0 à je ne sais combien. Il peut y avoir... La nuance, ça existe, notamment dans les petits publics. qu'on appelle le taux le sens intermédiaire, de la c'est ça nuance, ça peut exister. On va parler d'une autre proposition, peut-être, celle de Laurent Wauquiez, qui est sur un domaine qui vous est cher, encore une fois, le logement. Il veut réserver une partie des logements sociaux à ceux qui travaillent, non pas aux chômeurs. C'est une mesure qu'on pourrait qualifier de droite populaire, peut-être. Je ne sais pas si elle est de la droite sociale, populaire, humaniste ou quoi que ce soit, mais en tout état de cause, on est dans une période de préparation de l'élection présidentielle. Et donc, on va avoir les décideurs politiques, moi le premier, qui vont avancer un certain nombre de propositions sur l'ensemble des secteurs d'activité ministérielle. Il est donc normal que l'UMP, le parti politique, qui fera une convention sur le logement le 15 novembre, avance des solutions, pointe des propositions sur le logement. Il est normal que Laurent Wauquiez, comme d'autres, fasse ces propositions-là. Si en période pré-présidentielle, on ne fait pas de débat, je ne sais pas à quoi ça sert une période pré-présidentielle. Vous l'appliqueriez ? Voilà. Alors ensuite, ça ne veut pas dire que c'est une décision gouvernementale maintenant. Bon. Et si on regarde la préconisation en tant que telle, je note simplement qu'il y a déjà le 1% logement, qui est déjà propriétaire d'un certain nombre de logements sociaux, bien sûr, et qui met des salariés dans ces logements sociaux. Je note aussi que à partir du moment où l'État, c'est-à-dire le contribuable, investit massivement dans le logement social, beaucoup plus évidemment que dans le logement privé, c'est notamment pour loger les plus modestes. Un mot de méthode, puisque vous dites qu'un responsable politique est fondé à faire des propositions et à les mettre Sinon, je ne sais pas à quoi il sert. Du débat présidentiel, mais en l'occurrence, Laurent Wauquiez, vous-même, êtes membre du gouvernement. Lorsqu'on est membre du gouvernement, est-ce qu'il faut qu'on fasse davantage attention? Et notamment, par exemple, est-ce que Laurent Wauquiez vous a prévenu? Moi, je ne allait faire souhaite cette annonce pas qu'on fasse attention, entre guillemets. Bien évidemment, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Et c'est pas ce qu'il a fait. Moi, je souhaite qu'effectivement, les responsables politiques participent au débat public, y compris les ministres. Si j'ai envie de faire des propositions sur l'éducation, il faut évidemment que j'en parle avant avec Luc Châtel pour éviter que ça pose des problèmes. Mais en même temps, si on commence à chaque fois à se dire « Ouh là là, c'est pas mon champ ministériel, moi je ne travaille que sur le logement et je ne fais que des propositions sur le logement », ça marche pas. Donc si vous voulez parler d'éducation, vous préviendriez Luc Châtel. Est-ce que Laurent Wauquiez vous avez prévenu? Il m'en avait évidemment parlé. Ça me paraît la moindre des choses, oui. Pour parler à nouveau du président de la République, peut-être, et de l'émission télévisée d'hier soir, il y a un nouveau slogan. Peut-être vous allez adhérer, travailler plus, travailler mieux. C'est comme en 2007, travailler plus. Écoutez, il a eu cette formule plus. hier. Je pense qu'il aurait pu reproduire la formule, travailler plus pour gagner plus, parce que cette formule reste valable. Vous savez,
quand j'entends le PS nous dire en permanence, c'est le président des riches, c'est la droite des riches, ils font rien pour les classes populaires, rien pour les plus modestes, et ils flinguent le pouvoir d'achat des plus modestes, et qu'ils nous font comme proposition d'économie le retour sur les heures sup, ben ça veut juste dire que le PS propose de supprimer 450 € par an à 9 millions de nos compatriotes. Ben non, les mesures fiscales, par exemple, que nous souhaitons prendre dans le cadre du futur plan, c'est pas de taper sur les plus modestes comme le propose le PS. Pour un président qui n'est pas candidat, taper sur François Hollande, Martine Aubry et un petit peu aussi sur François Mitterrand, c'est quand même un signe d'une candidature avancée, non? Ben, vous savez, il me semble, mais je me suis peut-être trompé, que ça fait 4 ans et demi que tous les dirigeants du PS ne font qu'une seule chose, taper sur le PS. Pendant la primaire, taper Est-ce que c'est le vraiment rôle sur du Nicolas président de Sarkozy. taper- Est-ce que c'est le rôle du président de taper sur les autres Je finis un candidats? instant. Il me semble que dans la primaire, l'ensemble des candidats du PS avaient un point commun. On tape sur Sarkozy. Que de temps en temps, ils rendent l'appareil, ça me paraît la moindre des choses. Et comment faut-il, selon vous, rythmer les 6 mois qui viennent? Nicolas Sarkozy l'a dit, il se déclarera fin janvier, début février. Mais pour l'instant, déjà, il y a le débat politique à vivre. Il y a déjà un candidat socialiste, il y a un candidat du Front National. Que faut-il faire? Est-ce qu'on est encore dans le temps de la mise en perspective du bilan? Est-ce qu'on est déjà dans le temps des propositions? Est-ce qu'on est dans le temps aussi de la castagne avec les concurrents? Je pense qu'il y aura effectivement des temps différents. Le temps principal pour nous, vis-à-vis des Français, c'est de continuer à faire le boulot. Imaginez une seule seconde qu'au mois de novembre, Nicolas Sarkozy se décide et annonce sa candidature. Et qu'un mois ou 2 mois après, il y ait une crise, entre guillemets, européenne ou mondiale qui explose. Comment on fait? Quel serait le jugement des Français sur un candidat, entre guillemets, qui se préoccuperait de sa campagne et pas c'est pas son boulot. En Il même n'a temps, pas été personne élu. n'est dupe. Il y a l'acte formel de candidature, et puis il y a le Personne fait. n'est dupe. puis il y a la campagne. Peut-être, il n'en demeure pas moins que quand vous êtes en campagne électorale, eh ben, vous partez de votre bureau à 17h, vous faites vos meetings, et effectivement, vous ne faites pas votre boulot. Et donc, oui, je considère qu'aujourd'hui, dans un premier temps, le boulot des membres du gouvernement, du Premier ministre comme du Président, c'est le plus loin possible de gérer, et pas simplement les affaires courantes, parce que nous sommes dans une situation qui reste difficile. Il n'en demeure pas moins qu'on sait tous qu'on a une présidentielle dans 6 à 7 mois. Et que dans le rythme de campagne électorale, il y a, comme vous l'évoquiez, une campagne formelle, sur laquelle notre candidat s'engagera et présentera son projet. Entre-temps, notre travail à nous, membres du gouvernement, c'est évidemment de valoriser le bilan qui a été fait. C'était évidemment de regarder ce qui se passe en face, au PS, ce que nous propose François Hollande, et quels sont les premiers reniements qu'il nous annonce. Et effectivement, de taper, pour reprendre l'expression que vous utilisiez, sur ces reniements qui montrent bien ce qui va se passer dans les 6 à 7 mois qui viennent. Donc les ministres, eux, sont au travail. Le parti, c'est son rôle, anime les débats Bien politiques. sûr. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, l'UMP remplit bien son rôle? Très bien, parfaitement. Elle est bien L'UMP gérée. Comment? C'est bien géré à l'UMP? Oui, bien sûr. Pas de problème de Ah non. courant, pas de problème... Mais aujourd'hui, à d'ego. l'UMP, vous avez un patron de l'UMP, Jean-François Copé, qui fait le job. Tout comme d'ailleurs Xavier Bertrand, avant, à qui on a fait des procès d'intention injustes, faisait le job. C'est l'un des boulots les plus difficiles qui soit. Gérer le parti majoritaire quand on est au gouvernement, c'est très compliqué. Et je trouve qu'aujourd'hui, la montée en puissance des conventions qui sont organisées par l'UMP est une bonne montée en puissance, que ça rythme, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, la pré-campagne. Je trouve que la convention qui a été faite pour dénoncer le projet du PS était une excellente idée et une bonne convention, parce qu'à un moment, il faut lever le voile sur un certain nombre de supercheries. Je trouve que oui, le boulot est bien fait à l'UMP. Et critiquer Jean-François Copé, comme certains le font l'UMP, c'est affaiblir le président? Je ne sais pas si c'est affaiblir le président. En tout état de cause, critiquer un dirigeant de la majorité, c'est affaiblir le président. Pourquoi? Parce que notre principal devoir doit être celui de l'unité. C'est-à-dire présenter en période de crise, juste avant une présidentielle, l'image d'une droite qui se tape dessus, c'est vraiment pas le plus malin qui soit. Le message vaut pour Paris? Le message vaut évidemment pour Paris. Et la guerre Fillon-Dati, ça vous Ça vaut, inquiète? mais ça vaut pour tout le monde. Dans nos fédérations, quand on rentre le week-end et qu'on nous dit mais qu'est-ce qu'ils font encore à Paris? Parce que c'est qu'est-ce qu'ils font à Paris, puis il y a le encore. Parce que c'est un truc qui dure depuis je sais pas combien de temps. Vous dites Donc, halte oui, au feu? Stop, halte au feu, arrêtons un peu cette guerre d'ego. Et ce truc surréaliste d'une personne pour qui j'ai beaucoup d'amitié par ailleurs, Rachida Et on Dati, termine là-dessus. qui effectivement, après avoir été elle-même parachutée dans le 7e, reproche que d'autres pourraient faire. Benoît Paru, merci. Et Merci. rendez-vous. Michael Zamès, bon week-end. Également, Et Guillaume. chacun se retrouve sur l'antenne depuis Xena ou de Radio Classique. Bonne journée.